la tribune. Et il y a dans le Coran des sourates contre les juifs et les chrétiens, appelant à se venger contre eux ou à les tuer. Et nous demandons très simplement à l'islam de France, non pas à l'islam en général parce que nous n'avons pas ce pouvoir, de se mettre au clair sur ce sujet-là. Et alors, comme une réponse aux propos de ce manifeste, Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, a réagi aujourd'hui en dénonçant un procès injuste et délirant. Jean-Christophe Buisson, est-ce qu'on fait un procès injuste à l'islam en dénonçant l'antisémitisme du Coran ? Il ne me semble pas. Enfin, à lire de très très près le texte, il n'attaque pas les musulmans en tant que tels. Il ne dit pas que c'est... comment ? Le Coran, les Juifs ? Non, je veux dire, le texte... Le reproche que Boubaker fait à ce texte, c'est de dire que c'est un manifeste contre l'islam en tant que tel. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Par ailleurs, la réaction de Boubaker illustre très bien une des phrases de ce manifeste, qui est de dire que les terroristes islamistes, que les islamistes font régner la terreur sur les musulmans de France. C'est-à-dire que les musulmans de France, à l'exception de 2 imams dans ce manifeste, n'ont, pour ceux qui ont été sollicités, je crois, pas accepté de signer... ce manifeste de crainte de passer pour des collabos d'islamophobes, pour aller vite. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose dans le terrorisme intellectuel qui s'est installé sur la critique de l'islam, et que des musulmans eux-mêmes qui souhaitent peut-être un islam plus modéré, un islam des Lumières, n'arrivent pas à l'exprimer de peur d'être punis par des islamistes. Après, ce texte, il est très court pour exprimer un sujet qui me paraît qui méritait beaucoup plus qu'une trentaine de lignes, qu'il faut voir, à mon avis, plus comme un cri d'alarme factuel, avec des chiffres, effectivement, sur la peur, sur la tension de la communauté juive en France. Et c'est plus une alerte qu'un texte idéologique à proprement parler. Voilà. Il me semble qu'il y a quand même des nuances, par exemple, sur l'idée très intéressante, je crois, qui est au cœur d'un certain nombre de débats, selon laquelle une partie, je dis bien une partie, je cite, de la gauche radicale, a fait de l'antisionisme, en fait, un cache-sec d'un réel antisémitisme. Et ce qui est important, c'est de dire une partie de la gauche radicale, parce qu'on essentialise tout et on est en train de perdre le sens de la nuance dans ce pays. Il y a effectivement, je crois, une partie de la gauche radicale qui se sert de l'antisionisme comme un cache-chef de l'antisémitisme. Mais il y a une partie de la gauche radicale... Critique Israël. Absolument. Mais je crois qu'il est tout à fait possible de critiquer Israël et la politique d'Israël sans être antisémite. Et ça, on a l'impression qu'on est en train de... Si on critique Israël, on est antisémite. Et de la même façon, si on est favorable à Israël, on est... Enfin, il y a vraiment une impossibilité dans ce pays d'avoir des nuances dans un camp qui devient très inquiétante. Et que Boubaker lui-même essentialise ce texte en disant c'est une attaque contre l'islam, une stigmatisation de l'islam, participe de cette atmosphère qui me semble dangereuse. Je vous cite quelques signataires de ce manifeste, donc Bertrand Delanoë, Manuel Valls, Yann Moix, Marc-Olivier Fogiel, Luc Ferry, Laurent Wauquiez, beaucoup d'autres. On pourrait parler aussi de François Pinault ou de Brice Couturier, qui est un familier de ce plateau. Judith Weintraub, Dalil Boubaker dit encore « Cette tribune présente le risque patent de dresser les communautés religieuses entre elles ». Oui, c'est un peu ce qu'a dit Nicole Belloubet. La garde des Sceaux. La garde des Sceaux. Vendredi, interrogée sur France Info, elle a dit il faut à tout prix éviter une guerre des communautés. Et elle l'a dit notamment parce qu'on l'interrogeait sur un passage particulier du texte que personnellement je trouve assez maladroit, qui était une comparaison entre les risques qu'avaient les Juifs de se faire agresser par des actes antisémites qui seraient 25 fois supérieurs au risque d'agression des musulmans. Enfin, les actes anti-musulmans sont beaucoup moins nombreux. Je trouve que l'introduction d'une concurrence est extrêmement, oui, proportionnellement, ils sont beaucoup moins nombreux. L'introduction d'une concurrence est extrêmement maladroite. D'ailleurs, la réponse de Nicole Belloubet montre que soit elle n'a rien compris, ce qui est possible, j'en ai pas discuté avec elle, soit elle est dans ce vieux schéma politique qui consiste, même chez les mieux intentionnés, à rajouter tout de suite, évidemment, toutes les formes de racisme sont condamnables dès qu'ils parlent de l'antisémitisme. Et c'est ce à quoi on assiste depuis 20 ans à peu près. Il n'y a pas un discours, vous n'avez pas, et bien sûr, il ne faut pas non plus s'en prendre aux musulmans. Dans ce sens-là, donc, malgré cette maladresse, ce texte a quand même un impact, une importance. Il n'y a qu'à voir aussi
la colère de Philippe Poutou, qu'il a condamné globalement et dans le détail. Mais est-ce qu'il sera utile? Je ne sais pas. Vous parliez du passage qui demande à l'islam de se réformer. Il y a 85% de sunnites parmi les musulmans, et pour les sunnites, le Coran est un texte incréé. Il arrive tel quel, c'est la parole de Dieu. Vous parliez à l'instant de Philippe Poutou, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Il était effectivement hier soir sur BFM TV pour commenter ce manifeste, et voilà ce qu'il disait. Il y a des travaux qui ont été faits qui montrent que les violences racistes contre les Arabes et contre les Juifs, il n'y a pas plus grave, il n'y a pas plus important. Donc il faudrait fouiller un peu tous ces travaux-là. Mais il y a eu... Mais en tout cas, vous ne soutenez pas cette entre 2000 et 2017, il y a eu des moments où ça a monté, effectivement, les violences contre les Juifs, puis en même temps, les violences contre les musulmans ou les Arabes, elles ont un peu diminué. Après, ça se croise, quoi. C'est pas si simple que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la réalité, c'est qu'il y a un racisme à tous les niveaux et puis qu'il faut combattre. Bruno Jean-Bart, derrière cette déclaration, il y a le débat sur le point de savoir est-ce que l'antisémitisme est un racisme comme les autres, entre guillemets. Oui, mais ce qui est frappant avec cette tribune, c'est qu'elle n'est pas du tout consensuelle, finalement, dans ses réactions. Et alors que le sujet, en général, c'est quand même un sujet sur lequel il y a très peu de débat. Quand on aborde la question de l'antisémitisme pour des raisons historiques, c'est très rare que ça suscite des oppositions qui sont vives, comme on peut le voir avec ce texte. Alors, il y a plein de raisons qui ont été évoquées et qui tiennent au texte lui-même, avec un certain nombre de sujets. Je pense qu'il y a ce qui est dit sur la réforme de l'islam, enfin, ou en tout cas du texte qui devrait être faite. Il y a ce sujet sensible qui est celui du sionisme et de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Et effectivement, comment les deux sont ou non liés. Et là, on sait que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et il y a des affrontements assez forts. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand même, le sujet revient très clairement sur le devant de la scène dans l'opinion publique. C'est vrai qu'on parlait, il y a 20 ans, 30 ans, on parlait très peu de l'antisémitisme et d'une remontée éventuelle de l'antisémitisme en France. Et je regardais quelques enquêtes. Oui, tout à fait. Et je regardais quelques enquêtes, et une enquête qui avait été faite il y a un peu plus d'1 an montrait qu'un Français sur 2 comprenait que les Juifs aient envie de quitter la France par crainte de l'antisémitisme. Donc on voit que quand même, dans la société française, il y a une prise de conscience que ce sujet, il est de nouveau présent dans le pays, qui dépasse effectivement ce qu'il était devenu uniquement, c'est-à-dire l'apanage de l'extrême droite. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on a ce type de tribune et ce type de débat. Arnaud Jean-Premier Trigano, comment est-ce que vous analysez ce débat? Et est-ce que, pour reprendre un des thèmes employés précédemment, vous voyez-vous aussi derrière une forme d'antisionisme, un antisémitisme qui ne veut pas dire son nom? L'antisionisme a été la maison d'accueil de tous les antisémites, de gauche comme de droite. C'est-à-dire qu'ils se sont engouffrés dans l'antisionisme, parce qu'on ne peut pas critiquer ouvertement les Juifs. En revanche, on peut dire ce qu'on veut des sionistes, qui est un mot fourre-tout. Moi, j'ai même entendu à des conférences des identitaires noirs expliquer que depuis 5000 ans, les sionistes faisaient ceci, cela, alors que le sionisme a 150 ans à tout passer. Voilà, donc on a bien compris que c'est effectivement un espace refuge pour celui qui veut exprimer son antisionisme, son antisémitisme. En revanche, il y a un courant antisioniste qui date des premiers jours du sionisme, puisque les premières réunions qu'organise Theodor Herzl, une partie de la communauté juive, en particulier les religieux, sont très hostiles à l'idée du sionisme. Il reste des juifs religieux. L'idée de la création d'un État en Israël. C'est ça, le sionisme. Là, on est à la fin du 19e, juste après l'affaire Dreyfus. Lui, il dit la réponse, c'est de créer un État juif. Et les religieux disent jamais, il ne faut surtout pas un État juif, on ne retournera qu'après l'avenue du Messie en Israël. Et puis, il y a tout le courant tiers-mondiste qui a été très engagé à gauche dans la décolonisation et dans l'émancipation de tous ces pays qui étaient dominés par la présence européenne, qui voient en Israël une sorte de prolongement d'un sionisme où les Européens, se retirant, en ont profité pour filer à quelques Européens, parce que c'était essentiellement des Juifs polonais et des Juifs allemands, un pays qui maintient un peu ce truc. Donc il y a un antisionisme qui est audible, parce qu'il est sur le terrain politique. Mais il est devenu très compliqué à faire entendre parce que c'est vérolé par des antisémites très assumés, très ouverts, qui se servent de l'antisionisme pour attaquer le judaïsme. Un mot sur l'appel là, dont on parle. Pourquoi il est si clivant? Parce qu'il joue de la concurrence victimaire. Non seulement il désigne la victime,
les Juifs de France, mais il désigne des coupables, d'une certaine façon, des musulmans, une partie des musulmans. Et on sort en disant aux musulmans, changez votre texte religieux. Les musulmans ont le même Coran depuis 1500 ans. Ça a cohabité, moi je suis d'Afrique du Nord, ça a cohabité en Algérie pendant des siècles, sans qu'il y ait de problème. Voilà, donc c'est possible de faire cohabiter les deux communautés. C'est possible de faire cohabiter les deux communautés avec le Coran. D'ailleurs, les Juifs ont survécu plutôt bien en Europe pendant une partie du 19e siècle, y compris en France, où ils ont eu la citoyenneté, où ils ont été anoblis sous l'Empire, alors que les écrits religieux catholiques les désignaient encore comme le peuple qui avait tué Dieu. Quoi. Voilà, le peuple déicide. Donc, si vous voulez, faire un texte pour combattre l'antisémitisme, désigner une victime, alors qu'on est déjà dans une concurrence victimaire, qui fait beaucoup de mal au pays, qui fait qu'à chaque fois qu'on désigne une victime, on en a 10 autres qui disent moi, et moi, et moi. Donc voilà, cette concurrence victimaire, c'est un poison qui a contaminé les États-Unis pendant des décennies. Ça a été la guerre entre particulièrement les Juifs et les Noirs américains. Donc il ne faut pas rentrer là-dedans. Ce texte est de ce point de vue très maladroit. D'ailleurs, le grand rabbin de France avait demandé à ce que le passage dont on parle soit retiré, menaçant de ne pas signer. Il a quand même signé parce qu'il ne peut pas s'extraire d'un peuple qui combat l'antisémitisme. Voilà. Mais ça veut dire que sur le fond, il y avait un vrai désaccord. Et je pense que c'est un texte fondamentalement Je vais vous donner la parole, maladroit. Jean-Christophe. Dans un instant, je voudrais juste faire rentrer nos internautes dans notre débat. Le droitiste qui nous dit qu'il est insupportable de penser qu'à cause d'une kippa, on se fasse agresser. Isométrique qui nous dit l'antisémitisme a migré de la droite vers la gauche. Et Amir, l'islam n'a pas su se moderniser. C'est la réforme de la pensée du lecteur ou de la lectrice qui doit se faire. Nuance, écrit-il en capital. Là encore, je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas une accusation contre l'islam, mais contre les islamistes. Simplement, on dit les islamistes se réclament de l'islam, utilisent une partie de l'islam pour justifier leurs actes. Certains sont pas. On sait très bien que c'est un prétexte, bien entendu, pour certains. Mais le fait est que si l'islam se débarrassait de l'ambiguïté, de l'ambivalence de certains textes, comme l'a fait l'Église catholique avec Vatican II, il y aurait peut-être moins de problèmes. C'est ça que dit le texte, et pas autre chose. On va pas rentrer dans les textes religieux. Mais on l'a fait avec Vatican II. L'Église catholique s'est réformée elle-même. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Oui, ils l'ont fait d'eux-mêmes, mais parce que. Mais on ne va pas rentrer dans les textes religieux. Oui, mais sauf que l'islam ne le fait pas de lui-même. Donc ces gens-là pensent qu'on pourra leur suggérer de le faire. Pour les Juifs, peuple déicide, a été supprimée de la liturgie, je crois, du vendredi avec saint. Vatican II. Oui, mais comme par exemple Boubacar ne donne pas l'impression de vouloir réformer ça. Ils ont décidé de se réformer 15 ans, 20 ans après, c'est 63. Donc, mais si vous voulez, on est quand même. Et Benoît XVI a terminé cet aggiornamento. Et c'est pas nous, il était d'ailleurs à l'origine du texte. Mais c'est pas nous, de l'extérieur, qui allons dire changez vos textes religieux. Il y a des imams qui ont signé, l'imam de Drancy, l'imam de Nantes. On a organisé l'été dernier, je le dis parce qu'il y a des journalistes ici, on a organisé avec Marie Calter une tournée des imams contre le terrorisme. C'était un bus, ils sont partis de Berlin, ils sont passés en Belgique, ils ont fini en France, ils ont fait tous les lieux de terrorisme. Il n'y a pas eu un article de presse en France. Voilà, il n'y a pas eu un papier. Je sais parce que je me suis occupé des relations de presse, j'ai appelé tout le monde. Voilà, ça n'a pas fait un papier. Donc ne dites pas. C'est très compliqué. C'est-à-dire que quand ils se mobilisent contre le terrorisme, ils n'ont pas d'audience. Voilà. Ils ne sont pas repris. Donc là, il y en a 3 qui le font, mais c'est pas un appel. Ça ne vient pas de l'islam qui dit on va se réformer. La vérité, c'est qu'on vient leur donner, on leur fait la leçon, on leur dit votre texte est mauvais, changez vos textes religieux. Moi, je suis républicain, je suis laïque, je ne mêle pas des textes religieux. Voilà. Moi, je trouve ça assez maladroit aussi. C'est la deuxième maladresse avec la comparaison entre les risques courus par les musulmans et courus par les juifs. En plus, nouvel antisémitisme différent de celui de l'extrême droite, mais il n'est pas nouveau. Et l'un des signataires, qui est Georges Bensoussan, est particulièrement bien placé pour le savoir, puisque c'est lui qui a coordonné en 2002 le livre Les territoires perdus de la République, 2002, qui racontait déjà comment, notamment ainsi qu'une France soumise, qui était la suite, mais bien les bonnes feuilles dans Figaro Magazine. Plus tardive, mais dès 2002, il racontait comment l'antisémitisme infestait les jeunes générations descendants des immigrés arabes dans les banlieues. Donc on avait les faits étaient posés sur la table en 2002, et là
personne n'en a parlé. Hein. Quand le livre était sorti, c'était une quasi-omerta en 2002. Du deuxième. La suite du livre qui était... Le premier peut-être, il se trouve que si Jean-Christophe était là. Mais on peut même remonter plus loin. C'est-à-dire que quand Nasser a pris le pouvoir, le nationalisme arabe musulman est vecteur d'antisémitisme. Quand Nasser prend le pouvoir en Égypte, il chasse grosso modo tous les juifs. En Turquie, aujourd'hui, il reste 0,1% de juifs, alors qu'il y avait des dizaines de milliers de juifs qui étaient installés en Turquie. Donc, un certain nombre de pays musulmans ont fait partir ou fait s'exiler ou chasser les juifs de leur pays. Donc, il y a quand même un problème entre l'islam en général et les juifs. On peut pas nier ça, même d'un point de vue géopolitique, et pas seulement en France, encore une fois. Il y a un problème avec tout le monde, avec les juifs. Enfin, c'est-à-dire que, regardez en Europe comment ça s'est passé. Oui, mais ça s'est passé, c'est ce que vous dites, ça s'est passé il y a 70 ans. Aujourd'hui,